Dans le but d'approfondir la théorie apprise en classe, les enseignants de master en sciences et gestion intégrée de l'environnement et leurs étudiants ont effectué en date du 10 au 14 octobre 2022 les travaux de terrain intégrés dans les aires protégées et lacs de certaines régions du Burundi. Il s'agit de l'usine Buseko, du lac Dogodogo, de la Société sécuritaire du Mosso, du Parc national de la Ruvubu, des lacs et réserves forestières du Nord dans la région naturelle de Bugesera. Le responsable de ce master nous a partagé les objectifs fixés pour réaliser ces travaux de terrain. Il apprécie l'enthousiasme et la volonté de tout un chacun pour mener ces travaux de terrain. Chaque année, on organise ces travaux de terrain intégrés. Donc c'est défini dans la maquette de formation. Il y a une unité d'enseignement qui contient des équipiers. Et parmi ces deux équipiers, il y a ce qu'on est en train de développer ici, qui s'appelle travaux de terrain intégrés. Normalement, les objectifs des TTI, c'est pour illustrer les notions théoriques qui ont été vues ensemble. Et dans le programme de master en sciences et gestion intégrée de l'environnement, vous avez l'environnement, c'est quoi? On étudie les végétaux, les animaux, tout comme ça, la terre, comme ça. Et tous ces aspects, ils sont regroupés dans des grands ensembles qui sont des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres. Il décrit les caractéristiques physico-chimiques de certains lacs et de la région du Bugesera. Et pour le cas qui nous concerne, il s'agit des écosystèmes aquatiques. Et on a commencé à illustrer ces notions théoriques qui ont été vues en classe, qui sont illustrées et observées sur terre. Et on avait commencé sur le lac Dogodogo. Et j'ai commencé à définir ce que c'est les écosystèmes aquatiques. Et j'avais dit que les écosystèmes aquatiques se répartissent en deux grands ensembles. Le premier ensemble, ce sont les systèmes océaniques ou systèmes marins qui englobent les mers et les océans. Et les écosystèmes, le deuxième ensemble, les écosystèmes aquatiques continentaux. C'est-à-dire que ça renferme des eaux continentales, appelées aussi des eaux douces. Et parfois, l'eau douce, c'est défini par rapport à la teneur en sel. Les eaux douces, ce sont des eaux qui contiennent une petite portion du sel, tandis que les eaux marines et continentales, ils ont des fortes teneurs en sel. Alors, et pour les eaux douces, dans cet TTI, on va s'occuper des eaux douces, qui sont des eaux continentales. Et parmi eux, on peut citer les lacs. Et le lac ici, le lac Dogodogo. On avait étudié les rivières, nous avons passé par la Ruvubu. On a essayé d'illustrer et d'observer. Et maintenant, c'est le cas des lacs du Nord. Et vous voyez, à l'heure que nous sommes, c'est à peu près 18 heures. On a pu choisir le lac Gouer. Normalement, dans les lacs du Nord, ils sont au nombre de 5, commençant par Gachamilindi, Antega, et puis le lac Guihinda, communément appelé lac aux oiseaux. Et puis le lac Chohoha, le lac Gouerissi. Et dans cette région, sur la frontière de Brambarangwe, il y a aussi le lac Kanzigiri. On est en train de décrire le lac Goueri. C'est peut-être lié au moment de la journée, nous sommes à 17h. Vous savez, il y a beaucoup de courants. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de vagues. Et comme vous le voyez, normalement un système aquatique, comme un lac, qui est aussi considéré comme un écosystème d'eau calme ou d'eau stagnante, il est caractérisé par 3 zones écologiques. Vous voyez à ce niveau où se trouvent mes étudiants, en bordure du lac, c'est ce qu'on appelle la zone littorale. Mais à l'intérieur du lac, c'est la zone supposée centrale, c'est ce qu'on appelle la zone pélagique. Et puis au fond du lac, c'est la zone benthique. Et à chaque zone correspond des espèces caractéristiques. Et comme vous voyez
ces lacs du Nord là, avec la problématique de la pénurie de l'eau de consommation, on avait remarqué que beaucoup de la population d'ici s'approvisionne en eau potable en puisant directement cette eau qui n'est pas propre à la consommation. Et ils veulent l'utiliser pour la consommation, pour la cuisson des aliments, sans aucun traitement préalable. Ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on s'est proposé un projet dans notre faculté de sciences qui va se charger d'analyser les propriétés physico-chimiques et microbiologiques des lacs du Nord. Normalement, c'est un problème qui est commun dans la dépression du Nord-Est, ici à Kirundo, et aussi à Ruigi, dans le Kumoso. Mais on s'est proposé de visiter ces lacs du Nord. On est en train de mener une étude sur la qualité physico-chimique des eaux des lacs du Nord. Sans chercher passe à revue le phénomène d'eutrophisation qui est en quelque sorte une perturbation de l'équilibre biologique des eaux du lac. L'eutrophisation, normalement, c'est un phénomène qui est souvent observé au niveau des écosystèmes aquatiques lentiques, appelés aussi les eaux dormantes ou eaux calmes. Ce sont notamment ces systèmes aquatiques, ce sont surtout les lacs. Alors, le phénomène d'eutrophisation, c'est une forme de pollution qui se produit lorsque le milieu aquatique reçoit beaucoup de nutriments. Et ces nutriments sont surtout l'azote et le phosphore. Vous connaissez même quand on a fabriqué des engrais pour les plantes, les principaux éléments utilisés, c'est l'azote et le phosphore. Si ces nutriments sont accumulés dans un milieu aquatique, ils vont aboutir à une croissance excessive des plantes aquatiques qui finiront par après à la disparition de l'écosystème aquatique. Donc en gros, l'eutrophisation, c'est l'accumulation des nutriments dans un milieu aquatique qui aboutit à la prolifération des plantes aquatiques, notamment les algues, et les plantes aquatiques invasives, la jacinthe d'eau, les phlagmites et d'autres plantes invasives qui, par après, s'il n'y a pas des actions menées pour contrôler l'apport de ces nutriments, ils finiront par la disparition de l'écosystème terrestre. Dans le parc national de la Ruvubu, étendu sur 50 hectares, l'un des gardes forestiers nous décrit ces terres protégées, ses espèces fauniques floristiques, mais aussi son importance. Le parc national de la Ruvubu est une grande aire protégée qui se situe au nord-est du Burundi, faisant frontière avec la Tanzanie. Il y a une superficie de 50 800 hectares. Il s'étend entre 4 provinces qui sont Chankuzo, Muyinga, Karuzi, Ruyigi. Sa longueur est de 62 km et sa largeur varie entre 5 km et 13 km. Son altitude est comprise entre 1350 mètres et 1836 mètres. Puisqu'il est vaste, on a essayé de partager en 4 secteurs de surveillance. De chaque secteur de surveillance correspond à une de ces 4 provinces. Par exemple, à partir d'ici où nous sommes, c'est le secteur Muremera qu'on appelle aussi rive droite 1 qui correspond à la province de Chankuzo. En continuant comme ça, il y a le secteur Kayongozi qui est aussi le rive droite 2 qui correspond à la province de Ruyigi. Alors, il y a aussi un autre secteur qu'on appelle le secteur Gassave, qu'on appelle aussi rive gauche 1 qui correspond à la province de Muyinga. Il y a aussi le secteur Nyabikere qu'on appelle aussi rive gauche 2 qui correspond à la province de Karuzi. C'est la richesse faunique et floristique. Nous avons 44 espèces de mammifères, dont le biffe vient en première position. En seconde position, nous avons aussi une espèce d'antilope qu'on appelle Kobe de Fassa. C'est des animaux qui sont le biffe et le Kobe de Fassa. Ce sont des animaux emblématiques parce que la majorité des personnes qui viennent nous visiter visitent ces animaux. À part de ça, nous avons aussi une autre espèce de primates, à savoir les babouins, les corobes rouges, les cercopithèques à diadème, qu'on peut appeler aussi les singes argentés. Il y a aussi les grivets ou singes verts. Nous avons 425 espèces d'oiseaux dont le thérapie vient en première position. Concernant la richesse floristique, nous avons 4 types de savanes, à savoir les savanes stépiques, savanes arborées, savanes arboisées et les savanes
boisés. Nous avons aussi les marais Aspis papyrus. Nous avons aussi les forêts claires. Nous avons aussi les galeries forestières. Les menaces évidentes et potentielles font le rôle quotidien de cette activité touristique burundaise. Les menaces dans notre parc sont au nombre de 5. Premièrement, il y a le braconnage, il y a le fait de brousse, il y a les pêches illicites, il y a l'extension de l'habitat et la déforestation. Alors, l'importance de notre parc, premièrement, il sert dans l'écotourisme parce qu'il y a des visiteurs qui viennent dans notre parc pour visiter les animaux. Quand ils arrivent, ils donnent des devises. Et puis, ces devises servent dans l'État, sont utilisées dans l'État. Deuxièmement, il sert pour les étudiants et les élèves vers renforcer les études. Je peux dire, par exemple, les étudiants qui sont dans les facultés de sciences à l'Université du Burundi, plusieurs fois ils viennent ici pour faire des recherches. Deuxièmement, il évite des érosions pour la rivière Lovo. Il y a aussi une autre importance. Il y a des personnes qui demandent la permission de chercher les plantes médicinales parce que la majorité des plantes qui se trouvent ici, 90% sont des plantes médicinales. Alors, il y a aussi une autre importance pour les personnes qui vivent tout près de la forêt. Ils obtiennent facilement la peau. C'est un projet de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dresse toute une liste de recommandations pour la sauvegarde efficiente de ce parc national. Je demande à l'État de renforcer la surveillance dans notre parc. Parce que même si nous avons beaucoup d'animaux, il y a des malfaiteurs qui viennent dans notre parc pour les chasser. Deuxièmement, nous avons besoin de la clôture sur notre parc parce que quand le niche écologique vient inverser, les animaux du parc sortent pour abîmer les critères de la population riveraine. Dans ce cas, on obtient des conflits entre les gestionnaires du parc et la population riveraine. Nous demandons aussi le temps de préparer les campagnes, c'est-à-dire enseigner la population riveraine l'importance des aires protégées. Parce que la majorité des personnes qui vivent tout près du parc ne savent pas l'importance de ces animaux dans notre parc. Nous demandons aussi le gouvernement de donner les petits bétails aux populations riveraines parce que la majorité des personnes qui viennent chasser les animaux sont des pauvres, c'est-à-dire cherchent des gibiers, cherchent des viandes à vendre afin qu'ils puissent continuer à vivre. Alors, nous demandons aussi dans les temps de donner les équipements aux gardes forestiers, aux gestionnaires du parc parce que nous n'avons pas des équipements suffisants. Nous avons besoin de tenues, nous avons besoin de sacs de couchage, nous avons besoin de matériel moderne pour que la surveillance soit renforcée. En termes de perspective et pour remplir le rôle d'expertise locale, enseignants aux enseignants-chercheurs, ils vont contribuer dans le monitoring de la qualité physico-chimique des lacs burundais. Et pour le moment aussi, on va continuer à recommander parce que je vous ai dit la problématique de l'étude que nous sommes en train d'amener et que nous avons constaté que la population environnante s'approvisionne en eau potable directement en collectant l'eau dans le lac. Et ils utilisent pour boire sans aucun traitement préalable. Ça, c'est problématique. C'est pourquoi on est en train de faire le monitoring de la qualité physico-chimique et microbiologique de cette eau. Et puis, après avoir vu cette qualité, on va recommander à l'État, aux autorités, de voir comment on peut aménager un système de potabilisation de cette eau pour que la population en place puisse avoir une eau de qualité pour boire. Et à ce qui concerne l'eutrophisation, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une éducation environnementale. On va essayer d'instruire la population qui vit dans les bassins versants des lacs du Nord. Et même, c'est un problème qui est sérieux. Ce n'est pas seulement pour les lacs du Nord. On va aussi instruire la population qui vit dans les bassins versants, par exemple, du lac Tanganyika, dans les lacs du Nord. Donc c'est un problème généralisé. Et on va aussi le commander aux industries qui œuvrent dans les bassins versants, comme le lac Tanganyika, d'essayer d'atténuer, de jeter les déchets de toute nature dans le lac. Bien sûr, j'ai parlé dans la globalité. Maintenant, on est
dans le bassin versant du lac du Nord. La portion organique ici dans le lac du Nord, ce n'est pas une portion d'origine industrielle. C'est une portion d'origine agricole. Ici dans le bassin versant du lac Gweru, on y cultive des cultures, il y a des vastes étendues de terres cultivables, on utilise des engrais. Et la plupart de ces engrais, ils contiennent de la matière organique comme l'azote et le phosphore. Et par le processus de ruissellement, ces éléments ils vont directement se déverser dans le lac. C'est pourquoi il y a un phénomène d'eutrophisation. Donc on va les instruire de d'abord réduire l'usage de ces engrais, s'ils peuvent utiliser d'autres formes d'engrais, ou bien il faut aussi qu'ils installent des systèmes bocagers, des haies anti-érosives pour bloquer, de déverser directement ces engrais dans le lac. C'est ça la perspective d'une façon globale, c'est de faire une éducation environnementale.